Yo yo yo, c'est Ibellion. Aujourd'hui, un épisode que je suis très très content d'avoir fait. Un épisode spécial parce que j'ai l'immense plaisir et l'immense honneur d'accueillir quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré en plus. Ingrid, ou plutôt, j'écris un roman. Je vous laisse profiter de cet échange, c'était génial. Et franchement, j'aurais pu lui parler pendant 3 heures. Je l'aurais fait. Sur ce, bonne écoute et à bientôt. Je vais crever. Moi. Et c'était dans quoi C'était pour le lancement de ton premier livre, c'est ça? Ouais. En gros, Food Fighting, genre le livre sur la nourriture émotionnelle, je l'ai écrit, il est publié dans une grosse maison d'édition, la First. Ok. Parce que j'ai gagné un concours et tout. Donc stylé. T'as gagné un concours? Et ouais, un concours de pitch, le livre n'était pas écrit. C'est hyper drôle, genre vive le dev perso. En fait, tu peux écrire un livre de dev perso en 3 semaines, donc whatever, tu vois, mais bon. Je pense que les livres de dev perso, c'est effectivement... On s'en tape. Ouais, voilà, en plus, moi, j'avais un podcast dessus, donc limite, j'ai pris des épisodes, je les ai remis dedans. T'as tout mélangé, mais c'est fun. Ouais, voilà. Mais du coup, j'étais là, je suis allé pitcher un truc qui était pas écrit, ouais, c'était très drôle. C'était pendant le Covid, je me sentais un peu poussé des ailes. Et c'était un concours, il demandait des pitchs c'était pour un livre autour du bien-être? Ouais. Ok. Mais genre, énorme. Trop drôle. Tu dis, mais en imaginaire, jamais il faut 4 synopsis, tu vois, tout le roman, les premières pages parfaites, machin et tout. Là, c'était, venez avec un pitch. Juste un pitch. Okay. Genre, si j'ai pas le livre, c'est pas grave. Ça je peux non, faire. dis pas plus. Et là, je fais, merde, j'ai gagné. Putain, je l'ai gagné un livre en 3 semaines. Putain, c'est fou. Et du coup, après, il a été édité, le livre, et il en est où maintenant? Il a été vendu à 1600 exemplaires. Waouh! Tu sais que je suis hyper impressionné. C'est toujours, je sais pas si t'as des chiffres en tête. Quand tu sors un livre, est-ce que t'as une barre que t'as envie d'atteindre? Moi, j'avoue que la barre des 100, elle était un peu, je me disais dans ma tête quand même 100, c'est déjà une belle première barre. Moi, j'ai dit à tous mes potes que j'allais leur offrir ci et ça si j'avais 100 ventes, je crois. Pour le roman, mais c'est pas pareil. Ouais. Mais là, c'était une maison d'édition de ouf. Dans toutes les librairies, avec genre, je suis allé sur Europe 1, France Bleu, machin et tout. Enfin, genre, ils mettent des moyens de ouf malades pour vendre leurs bouquins. Donc, 1600, en vrai, pour eux, c'est pas beaucoup. Et donc, ils nous ont mis fin au contrat. Il y a pas si longtemps. Donc, on est 2 co-auteurs, c'est pour ça. Et genre, moi, j'ai 300 bouquins et là, on a 200. On les a récupérés, on a dit, on s'en fout, on les veut tous. Ah, mais oui, mais parce que du coup, vous les avez récupérés. Et on les vend comme ça. Et donc, vous pouvez les vendre comme ça. On n'a pas spécifiquement encore trop le droit, mais. Ok. Et t'as récupéré les droits enfin, tu peux les... On n'a pas fait encore, mais on va le faire. En vrai, je pense que ça ira, on attend un petit peu. Mais ouais. Putain, en vrai, c'est fou, c'était ton premier... Putain, c'est la carrière qui décolle. Ouais, non, mais n'importe quoi. J'étais là, genre First. Genre, en fait, moi, j'avais plein de bouquins de dev perso qui venaient de chez eux, tu vois, que j'adorais, genre Miracle Morning, machin, c'est First et tout. Ok, c'est la première question que j'ai envie de te poser. Quel est ton bouquin de dev perso préféré? Je saurais pas répondre, mais je pense que celui qui m'a mis la plus grosse claque, c'est Le pouvoir du moment présent. Ah putain, mais je suis d'accord avec toi. Il est incroyable, et d'ailleurs... il a énormément influencé mes romans. Il y a limite des passages, je pense, c'est plus ou moins ce qu'il y avait dedans qui sont ressortis comme ça. Mais ouais, non, incroyable. Et sinon, en fait, j'ai commencé par Miracle Morning, c'est un des premiers que j'ai lu, donc forcément, t'es pas objectif quand c'est le premier livre de dev perso que tu lis. Mais la grosse claque de dire, putain, mais c'est vrai, en fait, lui, son but dans sa vie, c'est de réaliser ses rêves, de voir s'il se sent bien et tout. Alors que moi, mon but dans ma vie, c'était boulot, machin, enfin, rien, en fait. Boulot et sortir, quoi. Et que l'écriture, elle était abandonnée depuis longtemps. Et clairement, moi, ça m'a mis un espèce de coup d'accélérateur de... mais attends, en fait, je peux aussi écrire un bouquin. Et il y a même un mec qui, tous les matins, il fait ça, il fait du sport, il avance vers les rêves qu'il a envie de réaliser, tu vois. Et je pense que c'était un premier déclic. Et d'ailleurs, c'était un premier déclic aussi pour des autres trucs qui ont énormément aidé à l'écriture, genre la méditation et l'écriture intuitive, parce que j'ai lu le Miracle Morning en 2014. Donc ça fait 11 ans que je fais la méditation et l'écriture intuitive tous les jours. C'est quoi que t'appelles écriture intuitive? C'est genre journaling, tu vois, tu écris en fait, t'écris plus ou moins une espèce de journal. Ok, c'est un journal intime. Plus ou moins, en fait, mais en vrai, journal intime, ça fait encore assez stylé, alors qu'en vrai, des fois, t'as vraiment aucune inspiration, en fait, c'est quasiment impossible. Donc t'es là, t'écris aujourd'hui, virgule, et tu sais pas trop. Et je fais ça un peu tous les matins. Mais souvent, ça fait moi, je le pratique vraiment en mode défouloir d'émotions, tu vois. Tu vois qu'en ce moment, t'es hyper stressé. En plus, je suis souvent assez stressé. Donc, ça aide aussi à comprendre qu'est-ce qui t'arrive et tout ça. Moi, je le fais plutôt le soir. Ah ouais?
Moi, j'ai du mal. Tu vois, je vais dire que je fais de l'écriture intuitive. Parce que du coup, je dis tout le temps, en fait, j'ai un journal intime. Ouais, bah, c'est globalement, c'est ça. C'est la même chose. Ouais. Et du coup, je le fais tous les soirs plutôt moi. Et après, moi, et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à pouvoir mieux parler devant la caméra. C'est que je fais tu sais, j'ai pas le mot qui vient, je vais le dire en anglais. De quoi t'es grateful aujourd'hui? Ah ouais. Ça, je le fais en vidéo. Gratitude. Oh, trop cool. Et du coup, je le fais, ok, aujourd'hui, je suis grateful de ça, de ça. Ah, c'est trop bien. Et du coup, depuis mi-2023, genre, je sais pas, j'ai du coup quasiment 700 vidéos, du coup, de moi qui fais ça. Je sais pas ce que j'en ferais, mais ça me fait trop rire d'avoir ça. C'est hyper positif comme énergie, alors que l'écriture intuitive, ça peut être très négatif. Ouais. Effectivement, quand à l'écrit, souvent, c'est plus négatif, justement. Parce que dans la vidéo, t'es obligé d'être positif, parce que c'est le but, sinon ça perd un peu son sens. Et après, tu peux avoir un journal où t'écris pourquoi t'es plein de gratitude. Ouais. Après, effectivement, il y en a qui le font. Moi, je fais pas du tout assez. Il faudrait. Ça, c'est trop, ça rentre trop dans la vibe de fêter ses petites victoires. Tu vois. Ouais, et en fait, tu vois, c'est tout bête, mais dans les moments où t'es genre au fond du trou, tu réouvres des vidéos au hasard et tu fais c'est vrai que ce jour-là, il s'était passé ça, tu vois. Ouais, et ça, c'est cool. Ah, c'est chouette. Et ça, je crois que ça vient. Je me demande si c'est pas Miracle Morning. C'est possible qu'il en parle. Après, pour moi, il parle surtout, il appelle ça scribing et c'est l'écriture intuitive au global, mais je pense qu'il te dit effectivement que ça t'aide aussi à voir le positif chez toi, quoi. Après, je suis en train de lire un super bouquin qui s'appelle Le cerveau du bonheur, qui parle aussi beaucoup de ça, du fait qu'on est câblé pour voir le négatif et que, en fait, juste avoir cette démarche-là, ça t'ouvre une porte, quoi. J'ai une méditation par contre, j'ai plusieurs méditations guidées où ça parle de gratitude et genre, mais ça me change complètement ma façon de penser quand je la fais, quoi. C'est trop, ça dure pas très longtemps. Et du coup, en quoi ça t'a aidé pour l'écriture de commencer De commencer à quoi? La méditation. J'aurais dû finir ma phrase. C'est une bonne question parce que pour moi c'est lié viscéralement. Je pense que en fait la méditation, quand je l'ai commencé, j'étais vraiment une personne pas très heureuse. Okay. J'avais plein de problèmes, on va dire, notamment la nourriture émotionnelle qui est le sujet d'un de mes livres. La méditation, ça a été un des premières clés que j'ai trouvées pour sortir la tête de l'eau, quoi, tu vois, et pas être dans la rumination tes pensées négatives et du stress toute la journée. Et d'un coup, il y avait une porte comme ça que je pouvais ouvrir et qui allait me mettre dans une petite bulle, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas me rendre plus consciente. Et clairement, je crois que j'ai commencé la méditation tous les jours, mi-2014, et je crois que c'est fin 2014, j'ai commencé à écrire mon premier roman, tu vois. Et je pense que c'était, en fait, ça a allumé un peu ah oui, bah du coup, je suis sur la tête de l'eau, et du coup, je veux quoi? Et c'est quoi mon rêve dans la vie? Je veux aller où? Je veux aller où? Je veux faire quoi? Et du coup, petit recul. Et en fait, j'ai toujours été passionnée par l'écriture, mais quand j'ai commencé à faire mes études, notamment prépa, pour 3 ans, j'ai abandonné. Et du coup, clairement, voilà, hyper dur. En vrai, non, parce que j'ai pas de temps à abandonner, mais j'ai abandonné les romans, notamment, j'écrivais des trucs quand même, mais vite fait. Et après la prépa, j'ai fait autre chose. J'ai écrit des chansons, surtout quand j'ai commencé à bosser, parce que je suis musicienne. Incroyable. Mais par contre, rien à voir avec un roman non plus, tu vois. Et en plus, les chansons, pareil, c'était de l'écriture intuitive et du défouloir et machin. Et du coup, là, c'était... Mais en fait, moi, j'ai un univers en moi depuis que j'ai genre 10 ans. C'est l'univers de Cris dans le chaos et j'ai envie de l'écrire. C'est quoi cette histoire-là? Et du coup, je pense que c'était, un des déclics de ça, quoi. Ok, c'est trop bien ça. Ouais. Comme quoi, tu vois, tu lis juste un livre et parfois t'as une phrase et ça peut déclencher des trucs derrière. C'est énorme. C'est pour ça que j'aime autant les livres, je pense, parce que la nourriture émotionnelle, c'est pareil. J'ai essayé tout, j'ai regardé beaucoup, c'est tout un chemin initiatique, parce que c'est une addiction, en fait. Je dis nourriture émotionnelle, ça c'est le niveau, on va dire 1. Moi, j'étais au niveau 14, où c'est plus du tout la nourriture émotionnelle, c'est genre un truc énorme. Et du coup, quand ça devient comme ça, c'est genre une addiction qui te pourrit la vie, qui te pourrit chaque minute, qui pourrit tes pensées tout le temps. Et pareil, il y a un bouquin. En fait, j'avais regardé toutes les vidéos sur le sujet, tous les articles, je connaissais tout. Mais il y a un bouquin qui m'a fait tout changer, tout switcher et tout remettre en perspective, qui s'appelle Oser avoir faim. Ok. Et là, d'un coup, j'étais prête pour essayer de sortir de là, quoi. Ok. C'est ouf. Et donc c'est un livre qui est orienté plutôt mindset aussi. On va dire ça, mais en vrai, il y a aussi énormément d'autobiographiques parce que tu peux juste pas en parler comme ça, tu vois. C'est comme si, tu vois, tu lisais un livre juste de conseils pour arrêter de fumer, mais c'est pas ça. C'est des histoires de vie. C'est pourquoi tu le fais. C'est d'aller chercher dans ses tripes et tout. Ouais, c'est ça que j'ai toujours trouvé compliqué dans les. Moi, tu vois, j'ai eu le problème inverse. C'était prendre du poids, le problème. Putain. Et en fait, la solution paraît logique, tu vois, c'est mange. Ouais, c'est horrible. Et en fait, t'es là, tu fais
et tu sens qu'en fait ça se passe pas au niveau, c'est pas physique, tu vois, le problème. Et tu vois, c'était un énorme problème de confiance, en fait. J'avais pas confiance en moi, tu vois. Et c'était aussi une manière de me cacher en disant, tant que je suis encore maigre, j'ai le droit de pas avoir confiance. Il y a pareil. Et voilà. Mais du coup, c'est ça, voilà. Bah ouais. Et du coup, je sais pas, moi je me rappelle plus. Je crois qu'il y a un moment quand même, j'en avais marre de plus avoir confiance, quoi. C'est un moment, la douleur de rester dans l'état de pas confiance était plus grande que la douleur de l'effort pour grossir, quoi. Ouais, je vois. Et du coup, j'ai mangé des kilos de riz. Ah, vive le riz. Des kilos de riz, j'en mangeais le matin, le midi, le soir, tout le temps. Putain, c'était une période horrible. Heureusement, je le ferai plus maintenant. Mais putain, ouais. Ok, trop bien. Les livres, hein. De toute façon, ça c'est magique. Moi, un qui m'a énormément marqué, en fait, c'est toujours un peu le premier que tu lis, c'est le Subtle Art of the Not Giving a Fuck, là. Lui, il est très cool. Il a un ton, je pense que tout le monde raisonne pas pareil avec ce livre parce qu'il a un ton un peu agressif, tu vois. Il est un peu rentre dedans, tu vois. Et ouais. tu vois, du coup, ça peut parfois un peu mal résonner. Mais franchement, moi, il m'a bien marqué. Miracle Morning et Le pouvoir du moment présent, c'est un des premiers livres un peu spirituels que j'ai lu, Le pouvoir du moment présent. Ouais. Et genre, ça a complètement changé ma vision que j'avais du stress et de l'anxiété. J'étais en mode, mais c'est vrai, si je vis que dans le moment présent, je peux plus être stressé. Et c'est pas facile d'appliquer tous les jours ce conseil de vivre dans le moment présent. Ouais, et puis des fois, il y a des trucs qui sont plus forts que ça et qui crient plus fort que le moment présent. Ouais. Mais sinon, pour faire un peu du francophonie, il y a un autre bouquin qui est du genre du Miracle Morning qui s'appelle Réveil matinal, vie maximale. Ok. Et qui est super cool parce que, pareil, le Miracle Morning, c'est la Californie, la méditation, le running du matin, le jus vert, machin. Et Xavier Klein, là, celui qui a écrit Réveil matinal, vie maximale, lui, c'est un vrai Français. Je crois qu'il est gendarme. Et du coup rien à voir, et pourtant il a fait pareil, il a mis le réveil tôt pour réaliser ses rêves, super tôt et tout, et il voulait avoir un corps de 40 ans, je sais pas quoi, et de 20 ans à 40 ans plutôt. Et du coup genre en fait son bouquin à lui m'a remis un électrochoc quand j'étais entrepreneur, parce que entrepreneur full time, hyper stressant, insomnie, pas prendre soin de soi et tout ça. D'un coup, je tombe sur lui, miraculeusement, tu vois. Je dis qu'il m'a sauvé la vie une deuxième fois, tu vois. Synchronicité, parfois, ça arrive pile au bon moment. Ouais. T'as dit, donc 2014, tu reconnectes avec l'écriture, finalement. Ouais. À ce moment-là, tu bosses encore. Ouais. Raconte-nous un peu ton parcours. Je suis ingénieur en 2014 dans l'énergie, et en fait, j'adore mon boulot. Mon boulot est génial, je suis expat en Chine, tout ça. Et du coup, pas facile d'inviter l'écriture quand t'aimes bien ton boulot, et que, en fait, c'est ça ta vie, quoi. C'est ta vie de 9h à 18h, le télétravail n'existe pas. Et en fait, j'ai essayé de faire le NaNoWriMo parce que d'un coup, quelqu'un parlait du NaNoWriMo. Bon, j'ai magnifiquement loupé. Mais surtout aussi, il y a un truc qui a allumé un petit peu mon inspiration et où je me suis dit, ok, non, mais là, il y a quelque chose, parce que j'aimais pas l'histoire que je voulais écrire. Donc déjà, ça part mal. Ouais. C'était, en fait, j'avais surtout le début, mais j'avais pas la suite et c'était pas clair et tout ça. Et en fait, je jouais beaucoup à StarCraft 2 à l'époque. Et StarCraft 2, allumage de l'inspiration. D'un coup, j'avais genre avant d'aller me coucher le soir, je pensais mais en fait, ça pourrait être une guerrière qui infiltre un vaisseau où il y a genre les ergs de StarCraft 2, tu vois. Ouais. Et en fait, ça m'a mis le feu à l'inspiration et tout. Et là, j'avais la motive d'écrire et je savais pas si mon histoire elle était bien, mais j'avais la motive de le faire. Okay. Alors, j'ai peut-être pas fini le NaNoWriMo, mais j'ai quand même bien avancé dessus. Okay. Même si tout le reste, en fait, je doutais énormément de mon style, je le trouvais absolument horrible. Ouais, ça c'est... Voilà, et du coup, j'ai quand même bien ramé, et j'ai pas beaucoup avancé. Et la deuxième étape, c'est qu'en fait, en 2017, donc quand même un peu après, mais bon, on va dire que j'avais une vie très remplie quand même. J'avais plein de fois en Chine, tout ça. En gros, en 2017, j'ai demandé à faire une année sabbatique à mon employeur, qui m'a dit non, parce que je remplissais pas les conditions. Et en fait, direct, je me suis dit, je vais démissionner, cool. Et je suis allée faire le tour du monde. Et en fait, quand je suis allée faire le tour du monde, j'ai fait un blog de voyage. Au début, c'était pas spécialement le but du tout. Je voulais au contraire être coupé un peu de tout ça. J'étais pas très fan des réseaux sociaux à l'époque, d'ailleurs. Mais finalement, non seulement je pouvais en même temps donner des news et en même temps écrire, et surtout, petit à petit, j'ai commencé à me dire, mais en fait, j'en ai besoin. J'ai besoin d'écrire ce que je suis en train de vivre et tout, parce qu'il m'arrivait des trucs assez fous. Et donc, je me posais à chaque fois, tous les jours, et j'écrivais des trucs divers et variés. Des fois, c'était plus ou moins construit, des fois, ça n'avait rien à voir. Et après, je faisais une sélection pour les mettre sur ce fameux blog de voyage. Et là, en fait, grosse surprise, parce que tous les gens qui me lisaient, alors c'était parfois des proches et parfois pas, parce que j'étais un peu sur des forums, des trucs comme ça aussi.
me disait waouh, c'était trop bien, j'ai lu jusqu'à la fin, plume de ouf, c'est dingue, machin. Et là d'un coup je me dis bah c'est bizarre parce que moi c'était nul ce que j'écrivais dans mon roman. Il était nul. Mais pourquoi vous dites que c'est bien? Parce que là j'ai pas l'impression d'écrire non plus. J'écris à l'arrache en fait. Il y a pas de style, il y a pas de décor, tout ça. Et je dis nimp en fait. Je mets des blagues, tout ça. Enfin. Et du coup, je pense que c'était un de mes déclics, j'en parle assez souvent, mais un de mes déclics de ah mais je peux peut-être faire pareil avec la fiction. Un des premiers déclics et puis en même temps bah là aussi c'est parce que c'est fluide, j'écris de manière fluide alors que moi sur mon roman je mettais 10 000 ans à écrire une phrase. Du coup ça m'a beaucoup aidé je pense à voir l'écriture différemment, même s'il me manquait encore quelques petits déclics, genre il m'en a manqué surtout un, c'est-à-dire que bah justement pendant ce fameux voyage je me suis dit bah j'étais sur une plage à l'autre bout du monde en train de me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie et parce que bon ingénieur ça me saoule et je me suis dit bah en fait ce roman là je vais l'écrire. Vraiment, c'est le premier truc que j'ai envie de faire, c'est le seul auquel je pense. Il y a aussi un autre truc qui est cool, c'est que ma famille, du coup, vu que j'étais loin, ils avaient dit, pour Noël, écrivez chacun une histoire. C'était très mignon, on est 3 enfants, ça n'avait rien à voir entre les trucs. Et en fait, moi, j'ai pris ça, mais genre, c'était le boulot de ma vie, tu vois. Ouais. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est trop bien. Et là, en fait, c'est con, mais c'était une histoire plus courte. Donc, c'était facile de faire le scénario d'une histoire courte. Et trop bien, avec plein de pays du monde et tout ça. Et pourtant, l'histoire était chouette, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait... Quand je vais rentrer, je vais essayer d'avoir le plan avant d'écrire l'histoire. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais essayé de faire. Et là, j'ai découvert que les méthodes de préparation varient selon les auteurs, selon leur projet aussi, parce qu'il y a des romans que j'ai beaucoup moins préparés que celui-là. Mais en gros, quand je suis rentrée, j'ai quitté la région parisienne, je suis allée habiter à Nice, et juste j'allais me coller devant une table avec mon plan pour essayer d'en faire quelque chose. J'ai mis un temps fou à le faire, le plan. J'ai fait une formation de prof de yoga où je faisais toujours le plan, je me souviens parce qu'il y avait des post-it au-dessus de mon mur avec les arcs narratifs. Et là, vers la fin, j'avais mon plan et j'ai commencé à l'écrire en juillet 2018 et mon but c'était de finir avant la fin de l'année et j'ai fini le 31 décembre à genre 22h. Mes potes m'ont détesté, tu pètes l'ambiance, mais moi je voulais finir mon premier jet. Fixer des deadlines comme quoi ça pousse souvent un petit peu. C'est clair. En tout cas, c'est un beau parcours parce que ça prouve que c'est toujours des petits pas qui te mènent à cette espèce de légitimité d'écrivain. Et au début, t'as toujours cette sensation de te dire en fait, ce que j'écris, c'est nul. Mais en fait, c'est parce que t'essaies d'être quelqu'un que t'es pas, tu vois. Ouais. Et il s'agit pas, ça veut pas dire que t'es pas capable, c'est juste qu'il s'agit juste d'être soi-même. En tout cas, moi, c'est un peu la vision que j'ai de la manière d'écrire. Ouais, puis en fait, c'est pas ça, c'est aussi que tu as lu plein de livres qui sont géniaux, et du coup, tu compares, parce que tu dis, bah là, je suis en train d'écrire un livre, c'est censé être aussi bien que Philippe Pullman, Intro de Royaume du Nord, et ça marche pas, parce que tu sais pas que ces livres-là, ils ont été relus 48 fois, et là, c'est la version 1 que t'as. Ouais, puis t'es juste pas la même personne. Non plus. Et donc, c'est pas possible de faire la même chose, quoi. Chacun est unique. Faut cultiver cette unicité. Je le dis à tout le monde, ça. que c'est important. Et donc, ce premier roman, là, dont t'as parlé, que tu finis le premier jet le 31 2018. Ouais. C'est ça? C'est quoi comme roman? C'est écrit dans le chaos. C'est sorti en juillet 2024. Ah, d'accord, ok. Et du coup, entre 2018 et 2024, une boucle infinie de relecture ou c'est juste une mise en pause? Non, il y a des relectures au début. Et ensuite, j'ai aussi écrit d'autres romans parce que j'étais persuadée d'écrire dans le chaos, j'en ferai jamais rien. Ah ouais? Parce que il est un peu inclassable entre space opéra, qui déjà est pas un très bon genre pour trouver des éditeurs. Tu sais que j'ai découvert la définition de space opéra dans ton live mercredi, parce que à chaque fois j'étais en mode ouais, c'est space opéra, ouais, je savais pas ce que c'était. Non, tu sais, c'est bon où il faut expliquer. Je veux bien que tu le redises. Contrairement à la science-fiction, un space opéra, c'est justement, comme son nom l'indique, un roman qui se passe dans l'espace, mais donc où on va parler d'une échelle où il y a plusieurs planètes. Okay. Tu pourrais avoir un planète opéra, par contre, c'est un roman qui se passe sur une seule planète. Genre, on peut dire Dune, plus ou moins. C'est pas vraiment ça, ou Seul sur Mars. Okay. Mais théoriquement, c'est des mondes fictifs. C'est comme Star Wars ou des trucs comme ça. C'est vraiment loin. Alors que la SF, théoriquement, c'est la Terre, la Lune, ou Jupiter, ou je sais pas trop quoi. Un truc où vraiment on voit un futur pour l'humanité. Moi, j'avais opéra dans ma tête, genre musique, violon et tout, tu vois. Mais alors, j'ai jamais trop compris pourquoi il y a opéra. Ouais. Et du coup, j'avais jamais compris le rapport avec Star Wars, tu vois. Mais bon, je comprends, du coup. Moi, il y a un truc, j'essaie de mettre des mots dessus à chaque fois. Qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as tenu écrit dans le chaos, là, terminé, imprimé dans tes mains, la première fois? J'étais hyper émue parce que, du coup, j'ai pas trouvé d'éditeur pour ce roman, malgré de nombreuses recherches quand même. Et je reste assez persuadée que c'était surtout une histoire de fait qu'il était pas trop catégorisable.
Et en fait, hier, sur Instagram, j'ai posté un réel où je montre que j'écris des livres depuis que j'ai genre 6 ans et que j'avais fabriqué un livre. C'est sûrement pas moi qui avais mis les agrafes, mais bref, que j'ai fabriqué un livre moi-même quand j'avais 6 ans avec une histoire, un titre, une fin, des numéros de page et tout ça. Et du coup, je pense que il y a quelques moments comme ça dans ma vie où je me suis dit, tu reconnectes en un instant avec l'enfant que t'étais qui avait ce rêve-là et tu l'as réalisé, tu vois. Et ça m'est arrivé plusieurs fois parce que je fais le tour du monde, j'ai aussi eu ça. Ok. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour avancer et faire mes choix de vie, de me demander ce que dirait petite Ingrid 6 ans. Et là, ouais, j'étais très très émue du coup d'avoir ça parce que j'ai reconnecté avec petite Ingrid 6 ans qui m'a dit c'est cool. Putain, t'arrives à décrire. J'ai jamais réussi à mettre de mots moi sur l'émotion que j'ai eue quand j'ai reçu le livre. Ah ouais. Ouais. C'était ouais, je sais pas. C'était un truc de putain, enfin pas enfin mais le rêve accompli et tu vois c'était la première fois que je réalisais un rêve, un vrai rêve et je crois que la première chose que je me suis dit c'est mais attends mais je crois qu'en fait tout ce que je peux faire, tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie je peux le faire quoi. Ah ouais, je vois. Et genre je sais pas, c'est l'impression que ça a ouvert un peu une porte en disant mais si ce rêve là il était accomplissable peut-être que t'en as plein d'autres quoi. Et je pense que tu vois c'est arrivé à un timing où aussi bah finalement ce livre là je l'ai dans les mains en septembre, c'est en octobre que je démissionne vraiment, tu vois. Je pense qu'il y a un peu un lien, tu vois, entre ces rêves-là. Alors, je dis ça, mais il y avait aussi des émotions négatives, moi. Ah ouais? Alors déjà, bon, c'est bête, mais quand tu es auto-édité, la première fois que tu le tiens dans tes mains, c'est la version Amazon toute moche, et j'ai fait, mais il est horrible! Mais aussi, moi, il y a un côté, enfin, j'en parle quand même assez souvent parce que je trouve que c'est important de le dire. C'est que, en fait, la raison pour laquelle aussi j'aime autant l'écriture et les livres, c'est que je partageais cette passion avec mon grand-père. Et il est décédé en 2023, décembre 2023. En décembre 2023, j'attendais toujours de trouver des éditeurs pour Cri dans le chaos un jour. Et là, ça m'a vraiment mis une claque en me disant, tu vas attendre longtemps encore? Il a même pas pu lire quoi que ce soit. Alors si, il avait quand même lu le début et tout ça. Et vraiment, ça m'a mis une claque de me dire, mais pourquoi t'as attendu 6 ans? C'est quoi le projet, en fait? Tu vas attendre 18 ans, avant de publier ton truc, avant que quoi, tu vois? Et là, je me suis dit, non, mais c'est bon maintenant. J'ai assez attendu, je vais le faire moi-même, quoi. Et c'était hyper émouvant parce que, ouais, bah, tu vois, là, du coup, tu reconnectes aussi avec ce lien-là tu fais ton deuil et tout ça. Bon, je dis pas qu'il faut absolument faire son deuil, mais en tout cas que, moi, ça m'a aussi permis de réaliser que j'avais attendu beaucoup trop longtemps et que c'était sans intérêt, quoi. Et de me dire, c'est par fierté que tu veux pas auto-éditer ton roman, en fait, c'est quoi le problème, tu vois. Et je pense qu'effectivement, se prendre ce mur-là, ça fait quand même du bien parce que tu questionnes aussi un petit peu pourquoi tu veux typiquement un éditeur, parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose que j'ai toujours, envie. Et d'ailleurs, j'ai un roman qui est chez un agent littéraire pour ça, tu vois. Mais en même temps, tu te dis à quel prix tu le veux travailler sur un roman avec un éditeur, finalement. Est-ce que tu veux sacrifier des trucs aussi importants que ça? Ouais. Et c'est ça, quel est le but d'avoir un éditeur? Ouais. Moi, par exemple, je sais que je me trompais. Tu vois. Je pensais que j'avais envie d'écrire des livres parce que je voulais devenir célèbre ou en vendre beaucoup, tu vois. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment, pas du tout. Ouais, je veux que le truc existe, tu vois. Je veux me sentir avancé. C'est une manière d'avancer. Et du coup, moi, le mien, je l'ai même pas, je l'ai envoyé à personne. Après, on l'a édité avec, la maison d'édition. C'est de l'auto-édition déguisée parce que je suis un des fondateurs de la maison. Donc forcément, voilà. La seule différence, c'est que tu maîtrises on a pu faire ce qu'on voulait avec le livre, tu vois. On a pu pas une différence avec l'auto-édition. Ah oui, avec l'édition. Ouais, c'est ça. Enfin, plutôt avec l'auto-édition. Tu vois, on avait vraiment le choix sur le format, l'épaisseur des pages, la couverture. Ouais. On s'est senti beaucoup plus libre, tu vois, plus de choix. C'est vrai que selon, en auto-édition, tu peux avoir ce choix, mais c'est pas le même budget, quoi. Ouais, effectivement. Voilà. Et donc, ouais, c'est bien de se rendre compte. Après, c'est bien l'édition aussi. Hein. Bah voilà, moi du coup ça m'a quand même questionné et je me suis dit bah non, moi j'adore travailler collectivement sur un livre. D'ailleurs toute l'écriture est collective chez moi à chaque fois, depuis 2018, et du coup c'est vrai que c'est pour ça que je voulais un éditeur, moi, en fait, et je l'ai réalisé grâce à ça aussi. Je me suis dit mais moi je veux travailler main dans la main avec quelqu'un pour que mon livre soit le meilleur possible. Alors oui, tu peux le faire en auto-édition parce que tu vas avoir des bêta-lecteurs, etc., mais c'est quand même pas du tout la même chose. Puis tu portes toute la charge mentale aussi. Et en plus, voilà, t'es chef d'entreprise et tout. Et clairement, ça, c'est aussi un truc où je suis allée à reculons parce que j'avais déjà une entreprise à côté. Et clairement, me remettre dedans, etc., c'était quelque chose qui, au début, me faisait pas du tout envie. Ouais. Et en même temps, tu vois, finalement, petit à petit, je me dis, bah ouais, mais tu peux aussi effectivement, t'as quand même des bêta-lecteurs, t'as quand même un projet, tu peux en discuter avec des amis qui vont te conseiller, tu peux confronter tes avis, même si t'es en auto-édition tout seul, quoi. Mais c'est vrai que pour avoir travaillé il y a pas longtemps sur une nouvelle,
avec une éditrice, c'est quand même super cool. Ouais, ça libère beaucoup de charge mentale. Ça fait plaisir, ouais. Tu peux nous en dire plus sur cette nouvelle ou c'est Ouais, bien sûr, elle va paraître en avril 2025 dans un recueil qui, je sais pas si c'est titre temporaire ou pas, mais s'appelle le recueil de Nakamoto parce que ça parle de crypto-monnaie. Et c'était Big Up Satoshi, et justement c'était un appel à texte où le but c'était de caser le mot Satoshi Nakamoto, et le thème c'était utopie ou dystopie peer-to-peer. Incroyable. Et je suis fan de crypto. Putain, c'est fou, je sais pas pourquoi on est passé à côté de ça. Je sais pas comment t'as fait pour ne pas le voir. C'était il y a assez longtemps, cela dit. Ouais. Et parce qu'il y a eu le Covid, je crois, des trucs comme ça, je pense que ça date vraiment. Non, c'est peut-être post-Covid, tu sais, post-Covid. Et en fait, moi, il se trouve une super idée d'histoire que je n'écrivais pas parce que j'avais d'autres projets. Et je me suis dit, ça y est, je vais enfin pouvoir écrire cette histoire-là, parfait pour l'appel à texte. Et donc cette histoire se passe à Burning Man, qui est un événement / festival / ville éphémère dans le désert du Nevada qui a lieu tous les ans. Et je me suis dit, c'est marrant, ça pourrait être le dernier refuge contre les envahisseurs, les GAFAM. Et en gros, le pitch, c'est que du coup, les GAFAM ont envahi, donc un peu comme aujourd'hui, le monde, l'économie, mais aussi la politique. Enfin, c'est vraiment un tout petit peu plus dictatorial. Mais il y a le Bitcoin. Et le Bitcoin, c'est décentralisé, c'est pas les GAFAM et tout ça. Mais il se fait attaquer de tous les côtés par les GAFAM qui aimeraient bien avoir le GavCoin, quoi. Ouais. Et du coup, les derniers défenseurs du Bitcoin sont à No GAFAM City, qui est Burning Man devenu permanent, en fin fond du désert, avec l'esprit Burning Man, parce que c'est quand même quelque chose que j'adore, qui me questionne beaucoup. Enfin, artistiquement, c'est hyper chouette. Et en même temps, c'est pas évident, c'est pas forcément, ils sont en danger en étant là, en vivant là. Il y a une rumeur qui est que Satoshi Nakamoto va apparaître pour les X années, j'ai même oublié 30 ans du Bitcoin, je sais pas trop quoi, là-bas. Et du coup, il y a une journaliste financière de Londres qui se dit, j'y vais, je vais voir. Et en même temps, comme ça, je verrai No GAFAM City. Et en même temps, comme ça, je verrai si Satoshi va apparaître. Va vraiment réapparaître. C'est le début de No GAFAM City. Putain, là, ça m'a donné envie. Cool. Moi, j'adore ces sujets-là aussi. Et le sujet de Satoshi Nakamoto est quand même assez exceptionnel. Il y en a même qui disent que c'est des gens qui viennent du futur ou des aliens. Ah ouais. Tu vois, tellement c'est improbable que... Enfin ouais, c'est un sujet qui s'éloigne un peu de l'écriture, mais qui est assez intéressant quand même. Et c'est assez inspirant aussi d'avoir ce genre de mystère comme ça dans notre vie. Ouais, et en fait c'est ça, tu vois, t'as quelque part, j'aimerais savoir qui c'est, quel est le génie qui a inventé un truc comme ça, tu vois. Mais en même temps, le jour où on le sait, la portée serait plus la même, je pense. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, ça invite des questions philosophiques qui sont quand même très intéressantes. J'invite tout le monde à ne serait-ce se questionner sur le sujet du Bitcoin, mais vraiment que d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire ce que ça représente. Après, investir ou pas, ça c'est au regard de chacun, mais philosophiquement, cette question de décentralisation, de où est placé le pouvoir, où est la sécurité, où est la liberté, tout ça, c'est... En plus, c'est des thèmes qu'on retrouve dans énormément de bouquins de science-fiction, partout en fait. Donc, j'ai utilisé science-fiction parce que j'ai pas bien révisé tous les thèmes et tout. Non, mais science-fiction, c'est vrai. C'est notre monde. C'est ça, exactement. Après, tu peux, je crois, avoir des techno-thrillers aussi. J'aimerais bien écrire un truc comme ça. Un techno-thriller. Ouais, genre un thriller qui est un peu sur l'univers de la tech. Okay. Et en fait, No GAFAM City, je voulais que ça soit un techno-thriller. Okay. Je voulais que ça se passe dans notre monde, mais que ça soit plus long qu'une nouvelle. Ouais, ok. Genre Terminator, c'est un peu un... Ouais, c'est mi-SF, mi-techno-thriller. Okay. Tu vois, un techno-thriller, pour moi, il peut très bien se passer en 2025 dans, je sais pas quel univers. Ok. Pas Silicon Valley. Ouais. J'ai des idées qui me viennent là comme ça d'un coup. Désolé de te donner plein d'idées de romans. Non, t'inquiète. Et donc, quelque chose dont on n'a pas parlé pour l'instant, c'est le fait que t'es coach. Et comment t'as commencé à te rapprocher de ce métier-là et à vouloir accompagner les gens à écrire finalement? En fait, je disais que je me suis lancée dans l'écriture en 2018. En même temps, je me suis aussi lancée dans la bêta lecture. Vraiment, c'était au même moment. Ok. Hasard de fou, parce que j'étais avec la communauté NaNoWriMo Lyon-Grenoble à l'époque, puisque ça existait beaucoup, c'était très en physique en fait au début de NaNoWriMo avant le Covid. Ok. Moi j'aime bien aussi les trucs un peu de hasard et tout, et genre j'étais à côté d'une fille qui était scientifique comme moi, qui écrivait un bouquin d'imaginaire comme moi, et qui me dit mais tu connais pas le forum machin et tout, elle m'en a présenté plusieurs où il y avait de la bêta lecture. Et j'ai commencé à m'entraîner à la bêta lecture, comprendre ce qui fait qu'une histoire fonctionne ou pas,
à comprendre ce qui fait qu'il y a des accros dans le texte. Ça, les grumeaux, sur j'écris un roman. Il y a des grumeaux, quoi. Et puis, il y a un truc qui passe pas. À comprendre aussi ce qui fait qu'un style fonctionne ou pas et qu'il est fluide ou pas. Et c'est par là que je suis entrée, c'est par le côté technique. Parce que, au fil du temps, et notamment fin 2019, j'ai commencé à me dire, mais moi, fin 2019, en fait, je travaillais dans une start-up où, du coup, je passais énormément de temps au travail. Et là, il y avait déjà l'écriture dans ma vie et j'écrivais beaucoup. Et du coup, j'étais en train de tout remettre en question et me dire, non, mais je tiendrai pas éternellement dans cette start-up, c'est épuisant. Qu'est-ce que je veux faire? Et en même temps, j'ai aussi découvert qu'il y avait des filles entrepreneurs qui s'en sortaient à peu près bien, alors que dans ma tête, en France, c'était absolument impossible. Et du coup, je me suis dit, en fait, je pourrais juste faire de la bêta lecture ou des trucs comme ça. Je pourrais aider les gens à améliorer leur texte et tout. Je suis devenue coach après ça. C'était l'évolution naturelle parce qu'en fait, pour écrire, il faut aussi avoir confiance en soi. J'avais pas encore, je pense, totalement mesuré la portée du truc à l'époque, mais en fait, du coup, le 4 avril 2020, j'ai ouvert mon école d'écriture, j'écris un roman, où le but, surtout au début, c'était de travailler ensemble sur les textes, et la bêta lecture, limite, c'était le module numéro 1. Ouais. Très drôle. Et puis, très vite, je me suis dit, mais non, mais en fait, parfois, c'est pas du tout ça dont il est question, c'est pas du tout une histoire de technique. C'est pas du tout pour ça que le texte n'avance pas, c'est pas du tout pour ça que la personne n'écrit pas, que l'histoire fonctionne pas, c'est un blocage qui est plus profond. Et je pense qu'il y a un côté où j'avais suivi des formations un peu sur les gens, l'humain et tout ça. Et aussi, je pense que j'avais un peu plus de recul, donc même en n'ayant pas du tout étudié le coaching, j'arrivais plus ou moins à trouver les blocages quand on en discutait. Et aussi, ça faisait, là je parle de 2020, donc ça faisait quand même 1 an et demi que j'étais sur le sujet et tout, et que j'étais aussi des auteurs, même bénévolement. Et en fait, c'est souvent la même chose quand même, aussi, les blocages. Mais du coup, en mi-2020, j'ai commencé à suivre une formation de coach. Alors c'était en distanciel parce qu'il y avait le Covid, et là, pour vraiment être... c'était PNL, mais... Ouais, c'est pour au moins un pouvoir, des outils. pour vraiment pouvoir faire des vrais coachings où on va chercher vraiment les blocages. C'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Et en plus, c'est toi qui m'as dit ça d'ailleurs, je crois, c'est qu'en plus, tu te coaches toi-même, quand tu suis ce genre de formation, tu découvres des choses sur toi. Alors moi, je m'étais déjà pris des grosses claques parce que quand j'ai suivi ma formation de prof de yoga, il y avait une formation, alors c'est un peu ésotérique, mais de kinésio. Et là, pareil, ça m'avait beaucoup retourné le cerveau aussi, donc c'était pas une première. C'est une de mes envies, de tenter la kinésio, on en a beaucoup parlé. C'est très intense. Et alors pour le coup, c'est normal que ce soit sur la mi-Vilude et tous les trucs de secte, parce que c'est vraiment d'une puissance inouïe, quoi. En même temps, c'est une puissance inouïe parce que ça marche. Ouais. Et c'est ça c'est assez dur d'expliquer aux gens qui ont jamais, ou qui sont très, un peu frileux vis-à-vis du coaching, expliquer à quel point c'est puissant, quoi. Faut vraiment l'expérimenter une fois, se finir assis sur sa chaise en regardant le ciel en disant putain, mais c'est vrai, j'avais jamais pris conscience de ça. Et souvent, c'est des trucs très bateaux, et effectivement, en fonction des gens, on retrouve toujours un peu les mêmes choses. Mais franchement, c'est hyper puissant. Dans ma démarche de savoir ce que je voulais faire de ma vie, il y a un moment, je vois bien que le rapport que j'ai à l'écriture, c'est pas quelque chose, j'arriverai pas à en faire quelque chose où j'ai envie d'en vivre. Tu vois, j'ai pas envie que cette passion-là soit quelque chose où je me dis, ok, je suis obligé d'écrire, parce que là, il faut que je sorte un livre, parce qu'il faut que je mange à la fin du mois, tu vois. Ça, c'était pas du tout, la rationalité d'ingénieur, là, ça marchait pas du tout. Et du coup, je cherchais, et la seule chose que j'aimais bien dans le travail, c'était l'accompagnement des gens, la formation, ce genre de choses. Et donc là, à ce moment-là, je commence à me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire autour de l'écriture avec cette compétence que j'ai pu acquérir. Et donc là, tout de suite, je me dis, ok, la formation, a priori, c'est sûrement ça. Mais à l'époque, j'ai un truc très technique en tête, tu vois. Et donc là, je vais discuter avec plein de formateurs que j'ai pu avoir dans ma vie professionnelle. Et la plupart ont la casquette formateur-coach. Et ils me disent, en vrai, intéresse-toi plutôt peut-être à la truc de coach. Et c'est un truc que je voyais vraiment pas en écriture. En tout cas, qui est pas du tout mis en avant. J'ai découvert après qu'il y en avait quelques-uns. Et en fait, je commence à imaginer ce que je vais faire plus tard en me disant, ok, je vais voir ce que je peux faire autour de là. Donc là, évidemment, tu fais un peu ton travail de veille, tu vois, tu vas voir ce que font les autres. Et t'es la seule que j'ai trouvée à l'époque qui avait un discours qui était orienté autour de briser les croyances limitantes, de déverrouiller les blocages, avec vraiment une posture de coach. Et pas seulement de dire, mais pour écrire une histoire, il faut faire A, B, C, D, il faut forcément que ton personnage, il évolue, machin. Tu vois, l'aspect technique, il y en avait plein, il y a à boire et à manger, des gens qui te promettent des best-sellers, d'autres qui te disent qu'en 3 mois, t'auras écrit la trilogie que t'as toujours rêvé d'écrire. Et toi, t'es la seule
qui avait ce discours-là. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, je suis sûr que je me trompe pas, tu vois. Je suis sûr. Et en plus, tu sais, j'ai retrouvé des posts que tu faisais sur Reddit il y a très longtemps. J'ai retrouvé un post, je te jure, je crois qu'il date de 2013, 2014, je sais plus, il faudrait que je retrouve. Et j'étais là en mode, ouais, mais elle a vraiment raison. Et donc, t'as été le petit truc qui m'a fait dire, ok, je pense que c'est la bonne direction, tu vois. Et là, hasard de dingue, comme quoi la vie est bien faite. Je fais tout ça et un jour, là où on travaille, parce qu'on s'est rencontrés par hasard, on travaille au même endroit. À un moment, je te vois passer, je suis dans la cantine là, je te vois passer, je fais mais attends, je la connais. Je confirme, c'est très très drôle d'avoir que t'as 4500 abonnés, qu'il y en a un qui te dit hey, c'est pas toi que je viens de voir dans les couloirs du taf. J'ai raconté ça à tous mes collègues, tout le monde était mort de rire. En vrai, c'est un truc de fou. Je dis bah oui, ouais. Bien sûr que si. Justement parce que aussi c'est un truc dont je parle peu, mais que moi mon métier d'ingénieur j'en ai besoin. C'est un peu mon roc dans la tempête de l'écriture et de l'entrepreneuriat et du coaching. Et c'est quelque chose aussi qui me sort complètement de tout ça et qui fait une coupure avec tu vois, toi tu te disais j'aimerais pas devoir avoir besoin d'écrire mon livre pour pouvoir manger à la fin du mois, et moi non plus, parce que je pense que je détesterais l'écriture si c'est ça. Et j'ai aussi failli détester mon entreprise, mon bébé que j'aime tellement, parce que en fait pareil, je devais faire que ça et je devais manger à la fin du mois, et du coup je faisais n'importe quoi et j'étais en panique. Et du coup l'ingénierie ça m'a sauvée par rapport à tout ça, et j'ai converti du coup j'ai retrouvé le plaisir dans ce que je faisais dans l'entrepreneuriat, on va dire, dans le coaching, dans l'accompagnement. Et du coup, justement, il y a un côté équilibre financier, certes, mais il y a vraiment pas du tout que ça. Ça me donne un rythme aussi. Ça me donne le côté collectif où tu rencontres des gens. Ouais. C'est très inspirant. Et il y a une autrice que j'aime énormément qui s'appelle Floriane Soula, qui écrit de la très bonne SF, qui a dit une fois dans une table ronde qu'elle est ingénieure encore maintenant. Je sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui en 2025, mais elle écrivait énormément à côté. Et que elle se voyait pas du tout lâcher, parce que déjà pourquoi il y a eu une époque, il y avait des époques quand même dans l'histoire de France où c'était plutôt cool de faire plein de métiers et d'avoir plein de talents, et aussi que par contre une fois elle était 6 mois elle a pas travaillé, mais du coup elle avait aucune inspiration, elle avait dit électroencéphalogramme plat quoi. Ouais. Et je suis sûre que, alors je suis pas sûre non plus, parce que moi je vais aussi prendre une année où je travaille pas là, dans pas trop longtemps. Enfin, où je suis pas ingénieur, plutôt. Coucou l'employeur. Coucou l'employeur. Et en fait, je pense pas non plus que là, ça soit une crainte, mais clairement, ça nourrit énormément le reste. Et j'ai pas envie de le lâcher. Je suis beaucoup touché par ce que tu dis, parce que c'est très vrai. L'écriture est nourrie par tout le autour. C'est impossible. Je l'ai fait une fois, pendant une semaine, de me dire, ok, je vais écrire 5000 mots par jour. Ah, c'était horrible, c'est la pire semaine de ma vie. Ça a remis. Je suis pas bien réglementé. Ouais, ça a remis en question toute ma vision. Je me suis dit non mais attends, c'est pas comme ça qu'on peut avancer, tu vois. Et donc ouais, c'est très important d'avoir autre chose à côté pour nourrir cette inspiration. Et les gens en font partie effectivement, donc le travail offre quand même ce cadre-là. Ouais, je pense surtout si c'est un travail qui te permet de rencontrer plein de personnes différentes et de découvrir des projets ou ce genre de choses très différents. Et moi, c'est clairement quelque chose dont j'ai besoin, ouais. Puis, vraiment le côté collectif, ne pas être tout seul. C'est très drôle parce que j'étais à mon compte que pendant 1 an complet où j'ai fait j'ai créé un peu d'écriture. Et déjà, je pense que dès le premier mois, au fond de moi, je savais que c'était pas pour moi d'être toute seule dans mon coin. Ouais. Et effectivement, c'était pas le but, parce que quand je me suis posé la question, moi, je me voyais, j'avais déjà une assistante à l'époque qui m'aidait à répondre aux mails, et je me voyais être en équipe au moins avec elle. besoin de pas être toute seule, clairement. Et aujourd'hui, j'ai une assistante qui travaille quand même beaucoup avec moi et un développeur qui travaille aussi énormément avec moi, mais ça n'empêche que c'est pas du tout la même chose que d'être à plusieurs. Ouais, c'est vrai. En chair et en os aussi. Donc il y a tout ce côté-là un peu qui est quand même à prendre en compte. Tout à l'heure, tu as évoqué l'impact de la prépa sur la créativité. Là, on est tous les deux ingénieurs. Qu'est-ce que t'en penses de ce rapport entre l'ingénierie et la créativité, les études d'ingénieur, Alors moi je suis un peu un cas particulier parce que j'ai adoré ma prépa et j'ai détesté mon école d'ingénieur. Mais du coup j'ai écrit en prépa et en école d'ingénieur j'ai absolument rien fait d'artistique pendant 3 ans, 0. Ok. C'est d'ailleurs comme ça c'est mon super repère pour savoir si je vais bien ou pas. Est-ce que j'écris ou pas, ou est-ce que j'ai besoin de faire de l'art ou pas, ou de la musique. Tout à fait d'accord avec toi. Et clairement là quand je me suis rendu compte que mon école d'ingénieur c'était 0, je me dis ok, en fait j'étais vraiment en dépression. Okay. T'avais déjà le marqueur d'écriture en fait. Plus ou moins de trucs artistiques, soit d'avoir envie d'écrire
j'ai écrit des chansons depuis un peu mon adolescence, putain, donc... J'allais y revenir. Moi, j'allais dire, elles sont où les chansons? Bref, pardon, je t'ai coupé. Je sais pas. Sujet intéressant. Et du coup, en prépa, par contre, j'ai écrit... je saurais même pas t'expliquer ce que c'était. C'était des histoires courtes, des tranches de vie, des choses comme ça, ou des... Comment on appellerait ça? Du vers libre. Ok. Une espèce de poésie déguisée. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, en fait. Et en prépa, je l'ai beaucoup fait parce que c'était un petit peu, tu sais, en 5 minutes, tu peux un peu sortir de ta vie. Et vraiment, j'avais, je sais pas, puis j'avais un peu plus le côté artiste, je pense, en prépa parce que je faisais aussi de la photo et tout. Et j'allais dans les musées, c'est un petit peu le moment où aussi j'ai pu vraiment découvrir l'art, on va dire, parce que j'étais en ville, etc. Ce côté entre ingénierie et art, c'est très drôle parce que justement, dans mon école d'ingénieur, il y avait un espèce de groupement entre l'école d'ingé, l'école d'art et une école de commerce. Okay. Donc sur le papier, ça fait rêver. Moi, j'ai essayé de rejoindre... Alors du coup, dans ce cadre-là, en fait, le vendredi, ils proposaient de faire... Enfin, du coup, tu pouvais rejoindre des espèces de groupes de travail sur des trucs. Et j'en ai rejoint un avec plein d'espoir. En fait, c'était naze, clairement. J'ai détesté. Mais il y avait quand même une histoire de projet artistique et tout ça. Et en fait, c'est très dur, je trouve, parce que moi, typiquement, je pense que j'ai voulu, du coup, faire... littéraire quand j'étais en seconde et je me suis fait engueuler par mes parents et j'ai fait scientifique. Puis la prépa, pareil, je voulais faire littéraire et je me suis fait engueuler par mes parents et je suis allée en scientifique où on m'a dit oui, non mais tu verras, il y a des trucs littéraires en prépa scientifique, ce qui était pas non plus faux. En plus du coup, j'étais prums dans toutes les langues et le français, c'était super. Mais en fait, en vrai, il y a cette énorme différence et il y a pas la place, je trouve. Ouais. Et en même temps, c'est trop drôle parce que quand je suis arrivée en école d'ingénieur, alors certes, j'ai détesté, mais il y avait énormément de trucs de musique, d'art et tout ça. Donc il y avait un petit peu une porte ouverte, on va dire. Et moi, typiquement, je me suis engouffrée dedans énorme. Et même si j'ai détesté mon école d'ingénieur, j'ai adoré une partie d'elle qui était que l'école où j'étais co-organisait un énorme événement sur la culture japonaise qui avait lieu à Nancy, qui a lieu tous les ans d'ailleurs, qui s'appelle cool. Animest, qui est incroyable. J'étais présidente de l'association, du coup, évidemment. On fait pas les choses à moitié. Et en fait, où justement, tu te rends compte que, en même temps, c'est très chouette parce que ce côté justement très cartésien au quotidien, ça ouvre une porte énorme à tout le reste, tu vois, alors que je discute souvent, j'ai un ami qui est journaliste qui me dit, tu sais, déjà, t'es collé devant ton ordi à écrire du matin au soir et ensuite, tu dois écrire ton roman, tu vois. Et ça m'avait beaucoup marqué quand il m'a dit ça. Je me dis, mais c'est vrai qu'en fait, on a aussi de la place, tu vois. Mais bon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas écrit de roman pendant toute cette période-là et que c'est revenu beaucoup plus tard. Et je pense que c'était là une histoire de voir l'écriture différemment, de pas juste, c'est quelque chose que je fais comme ça. Mais qu'est-ce que je veux en faire? Quel rêve je veux réaliser? Je saurais pas trop expliquer pourquoi, mais la prépa, l'ingénierie t'écrase toute créativité. Et moi, je pense qu'à la fin, c'est pour ça que j'étais malheureux, tu vois. Mais je le savais pas, parce que moi, j'avais pas du tout ce marqueur-là. Et en fait, j'ai commencé à déconnecter de tout ce qui était créatif bien avant, tu vois, à partir du lycée. Et après, comme toi, tu vois, c'est un peu... En vrai, t'es pas trop bête à l'école, donc on t'envoie plutôt en filière scientifique. Et quand tu sais pas ce que tu veux faire... rationnellement, dans l'organisation du monde actuel, c'est mieux de partir en filière scientifique parce que tu peux toujours reboucler après en littéraire si t'as envie. Et moi, j'ai vraiment super mal vécu rétrospectivement, tu vois. J'ai compris pourquoi il y avait je me sentais pas bien. J'osais plus être créatif et j'avais l'impression de pas l'être, quoi. Ouais. C'est ça, et ça, tu vois, quelque part, il y a un truc, j'en veux presque, tu vois, je me dis, putain, c'est fou qu'on ait réussi à me dire que t'étais pas créatif. Et en fait, ce qui me touche beaucoup aujourd'hui, c'est que je vois beaucoup de gens ingénieurs qui sont comme ça aussi. Et tu vois, je pense quand je suis parti là où on bosse, un collègue qui m'appelle, voilà, il dit c'est très inspirant que le fait que t'oses partir, machin. Et il me dit parce que moi j'oserais jamais. En plus, je suis pas du tout créatif. Alors tu vois, tout de suite là, voilà, la posture de coach, t'entends pas du tout. Tout de suite, tu questionnes, pas du tout, jamais, vraiment jamais créatif. On dirait une chose que tu te répètes. Ouais, c'est ça. Et tout de suite, il dit non mais c'est vrai, j'écrivais des trucs avant pour quelqu'un, machin. Et tu fais tu vois, tu l'es créatif. Et en fait, c'est fou, on oublie qu'on est créatif. Voilà, c'est pour ça que je posais la question parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui s'ignorent, et c'est dommage. Florian Soula, là, quand je disais qu'elle avait parlé de ça, c'était justement une table ronde qui était quand ton autre métier nourrit l'écriture. Ah, ouais, et il y avait elle qui est ingénieure je crois qu'elle c'est de la méca en aérospatiale,
Il y avait une prof de maths que j'aime beaucoup qui s'appelle Elodie Boucher qui écrit des livres de fantasy et qui dit que les maths et la fantasy c'est pareil, il y a des règles et il faut s'amuser avec. Ah, elle a tellement raison. Et moi j'ai fait des tableaux Excel pour les mondes de fantasy, t'es là tu fais attends faut calculer les trucs et tout. Mais c'est clair. Et il y avait aussi pareil une personne qui avait dit qu'elle avait fait scientifique un peu par défaut et qui se retrouvait à écrire etc. Et ces tables rondes elle était passionnante, c'était aux Aventuriales, au salon des Aventuriales. Il y avait ça le comble, il y avait je pense plein de gens qui avaient ce parcours-là. C'est dispo. C'est possible, je regarderai. Ouais, tu m'enverras si jamais c'est dispo. Ouais, c'est vrai. Tout à l'heure, là, en off, je te disais que j'avais rencontré Wajdi et il m'avait dit ça justement parce que je l'avais appelé initialement en lui disant je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie, j'ai l'impression de jamais avoir le temps d'écrire alors que j'ai envie de faire que ça. J'ai l'impression que tout le reste prend beaucoup trop de place par rapport à l'écriture et il m'avait dit oh mais tu sais tous les avec le côté un peu artiste, tu vois. Oh tu sais les très grands écrivains, regarde Kafka, il était, je crois qu'il était avocat. J'ai pas retenu, mais bref, il m'en a cité plein, des très grands comme ça. Il disait, ils étaient jamais que écrivains, ils faisaient tous plein de choses à côté. Et c'est vrai que quand tu remontes, avant, t'étais philosophe, mathématicien, écrivain, c'est ce que maçon. Ouais. Voilà. Moi, mon idole, c'est Victor Hugo, il faisait plein de trucs. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais lu Les Misérables. Moment de confession. C'est pas mal, Les Misérables. Non, après, j'exagère en vrai. On en a lu des passages quand même à l'école. On nous en fait lire. T'as accompagné plus de 2000 auteurs, je crois. Qu'est-ce que ça fait? Comment on se sent quand on a accompagné plus de 2000 auteurs? Alors, en individuel, j'en ai accompagné 500, mais c'est quand même beaucoup. Oh, bah oui, c'est quand même énorme. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est à la fois incroyable, je réalise pas encore, je pense. Et parfois, ça me fait un peu de la peine parce que je me dis, c'est con, mais on bloque toujours sur la même chose. C'est un éternel recommencement. Et si j'étais meilleure dans ce que je raconte sur les réseaux sociaux, peut-être qu'ils auraient pas ces blocages-là. Ouais. C'est dur de faire une séance de coaching à distance par réel interposé. Ouais. C'est vrai. Non, alors oui, par réel interposé, oui, mais c'est vrai que même moi, c'est uniquement du distanciel. C'est pas comment dire. Non, je pense que j'ai quand même énormément de gratitude pour ça parce que les gens m'ont fait confiance dès le début vu que j'étais un petit peu la première coach littéraire qui passait par le web en 2020 et du coup c'est un cercle vertueux puisque du coup tu vas devoir dire que tu fais du coaching régulièrement et tu en parles etc. Je trouve que ça m'apporte énormément moi sur mon fonctionnement à moi sur le fait qu'on peut beaucoup se voiler la face, c'est quelque chose d'assez drôle qui va te faire rire je pense parce que chez les coachs c'est quelque chose de connu mais en fait la vraie réponse à la question du coaching arrive toujours dans la dernière minute avant la fin. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de très marrant parce que parfois, je me souviens de ça pour moi et je me dis, mais non, si tu te dis que c'est ça, c'est que c'est pas ça. Et bon, l'auto-coaching, ça marche pas forcément très bien sur moi. Non, c'est difficile. Parce qu'en fait, tu te poses jamais les bonnes questions. Tu te poses jamais les bonnes questions. Et c'est ce que font les gens. Ils arrivent en disant j'ai un problème dans mon plan et en fait c'était un problème parce qu'ils déménagent. Ouais, non, mais c'est un truc de fou parce que en fait souvent c'est ça. T'arrives et tu dis ok bon là j'ai ce problème là et je sais que ça vient de là et c'est ça que je veux régler. Ouais. Et après tu poses tes questions et puis tu te rends compte que le chemin est en fait complètement différent. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant et que c'est pour ça que c'est très dur d'expliquer l'effet que ça fait. Bah voilà, et du coup, je dirais que en fait, bon, c'est quand même à beaucoup de pourcentage, peut-être 80% des coachings très techniques où je prends ma passion, c'est le scénario, donc on prend le scénario, on le dissèque dans tous les sens pour voir comment on peut faire un meilleur scénario, comment on peut pousser plus loin. Et vraiment, c'est quelque chose que j'adore et qui m'anime énormément. Et c'est génial, mais ça suffira pas. En fait, ça donnera pas entièrement confiance dans l'auteur. Et pareil, le style, c'est plus rare en général, mais parfois voilà. Et puis moi, je suis quand même une grande amoureuse des mots, et du coup, faire un coaching sur le style, c'est très différent du scénario. C'est moins technique, c'est beaucoup plus artistique, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Et il y a la catégorie de la fin là. C'est j'arrive pas. Et alors parfois, j'ai des moments extrêmement durs pour moi. Alors posture de coach, hein, mais dans ta tête, tu te dis, oh punaise, en fait, la personne, son histoire de vie, c'est ça. Et parfois, c'est des personnes qui ont une histoire de vie horrible et qui viennent me dire, j'essaye de l'écrire, et évidemment, je bloque parce que j'essaie d'écrire des trucs horribles. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, et là, vraiment, c'est un autre niveau de coaching sur lequel, du coup, je pratique beaucoup moins. Donc, forcément, tu te dis, est-ce que c'est bon ce que j'ai fait? Est-ce que bon, la personne, ça se voit que je l'ai aidée, mais j'aurais peut-être pu faire mieux, etc. C'est quand même très dur comme sujet. On est entre un pied dans le coaching et un pied dans autre chose.
Ouais, bah après c'est souvent la frontière entre psychologie, faut faire attention effectivement. C'est ça, et moi je suis quand même très vigilante parce que justement c'est pas du tout le sujet sur lequel je suis une experte le plus. Mais du coup je dirais que ça nourrit la créativité de voir tous ces parcours-là. Ça nourrit la confiance de voir qu'ils me font confiance à moi. Moi je dis toujours que je suis personne pour juger leur histoire, etc. Bon, à part le fait que je suis formée à l'écriture créative et au coaching, mais sinon je me dis toujours mais ils me font confiance à moi avec leur histoire, et à chaque fois que je fais un coaching avec quelqu'un et qu'après je lui envoie un mail avec tout un tas de trucs, on a discuté, le replay et tout ça, à chaque fois je commence par dire que je le remercie pour la confiance qu'il m'a accordée en me confiant ce qu'il a de plus précieux, à savoir son texte. Et dernier truc, parce que je trouve que c'est quand même hyper important de le mentionner, il y a un côté très dur aussi, parce que j'accompagne parfois des personnes qui n'ont pas du tout mon âge, qui sont beaucoup plus âgées. Et aujourd'hui, on a quand même, alors on a parlé des ingénieurs chez qui on étouffe la créativité, on a quand même un petit peu plus d'ouverture à la pratique artistique que ça, surtout chez les gens par exemple qui vont avoir notre âge, si on a un travail, parfois on arrive quand même à faire plus ou moins de l'art à côté, mais il y a des personnes qui sont plus âgées que ça, notamment les femmes, chez qui on leur a jamais autorisé à faire des choses artistiques et à même faire quoi que ce soit pour elles en fait. On a accompagné quelques-unes, c'était les pires coachings de ma vie d'un côté, parce que réaliser ça, me dire, en fait elle est en train de me dire ça quoi. Elle est en train d'essayer d'écrire un livre jeunesse alors que toute sa vie on lui a dit qu'elle était nulle, et c'est une grand-mère en fait, tu vois. Et ça c'est terrible d'un côté, et je sors de ces coachings complètement secouée, et de l'autre je me dis mais c'est beau parce qu'elle va quand même essayer de le faire, ou un peu grâce à moi quoi. Et il y a des moments très difficiles aussi quand tu réalises ça, tu dis mais il y a des personnes qui, tu vois, tout ce qu'on disait là sur les ingénieurs qui ont ça sur 50 ans en fait. Ouais. Et là c'est plus les barrières sont vieilles, plus elles sont difficiles. Les injonctions de l'enfance, souvent, c'est compliqué. C'est horrible. Et justement, on reconnecte beaucoup à cet enfant-là quand on fait un coaching, surtout sur les sujets très profonds et tout. Ouais. Et du coup, c'est très intense. Alors, c'est aussi pour ça que j'allais quand même dire que globalement, le tableau est très positif, parce que quand t'as un blocage qui se libère et tout, on m'a régulièrement demandé si j'étais psy aussi en formation. Je dis non. Ouais. Non, c'est vrai que c'est pas du tout... le coach, il te pousse vers le futur, il va jamais creuser et gratter le passé. Il ne demandera jamais qu'est-ce que... Et ta mère, elle en pensait quoi de ça, tu vois. Jamais tu questionnes ces sujets-là, ouais. Non, mais qu'on m'a demandé ça aussi, parce que justement, tu s'y connectes parfois, et tu vois tout de suite le blocage qui tombe chez la personne, et parce qu'elle s'est connectée aussi à ce passé-là. Ouais. Moi, je trouve que l'émotion que ça peut susciter chez la personne qui est en face de toi, parfois, tu sens, c'est beaucoup dans le non-verbal aussi. Un truc, comme si t'as un miroir qui se brise, tu vois. Et là, la personne la voit complètement différemment. Et là, tu sens tout de suite la prise de conscience. Et là, tu fais, ok, c'est bon. Moi, je trouve que là où la posture de coach, parfois, elle est compliquée, c'est que, et ça, c'est toujours important de le rappeler, c'est que le coach, il est garant du processus, mais pas du résultat, tu vois. Tu peux pas coacher quelqu'un qui a pas envie d'être coaché, tu peux pas coacher quelqu'un qui a pas de sujet. Et moi, c'était ça au début. Je trouve que c'est compliqué, tu vois, de se vraiment complètement se détacher. Parce que parfois, la personne, elle arrive nulle part, tu vois, ça arrive. Et là, tu fais, putain, merde, j'ai mal fait mon travail. Parce qu'en fait, non, toi, t'es là pour essayer de l'attraper, mais il y a des gens ils ont les deux pieds bloqués dans le sol. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois aussi. Les auteurs, en fait, alors, j'ai plusieurs fois eu le cas où juste la personne, elle m'a écouté, elle m'a parlé, mais je voyais bien qu'elle était pas là. Elle était pas intéressée par ce que je disais. Et tout à la fin, comme d'habitude. Mais du coup, t'en as pensé quoi de l'extrait? En fait, elle voulait juste une validation extérieure par quelqu'un qui a un peu une légitimité. Et je me suis dit, donc en fait, toute cette heure de ma vie, je viens de la perdre. C'est assez énervant. Mais en même temps, je me suis dit, elle en est pas là, c'est ok. C'est bien lui dire dans le mail que je suis là pour quand elle aura besoin. Mais c'est sûr que c'est frustrant. Et après, voilà, il y a des personnes avec qui ça fonctionne pas forcément bien. Elles en sont pas là aussi. Elles ont besoin de plus de temps que ça, en fait. Mais c'est vrai que parfois, c'est un peu difficile parce chez certaines personnes, on va pouvoir lui ouvrir la porte de ce qui est possible dans le futur. Si, par exemple, on refait un coaching dans 6 mois, ce genre de choses. Si elle commence à réfléchir à tel sujet, mais bon, il y a des personnes qui sont très fermées à ça, et notamment parce que c'est du coaching littéraire, donc il y a des personnes qui viennent vraiment pour ce côté technique, et toi, tu vois que le blocage, c'est pas de la technique, mais elles sont pas prêtes à l'entendre, quoi. Ouais, c'est vrai. On se cache beaucoup derrière non, mais j'ai pas assez de vocabulaire, non, mais je sais pas bien comment faire des histoires. Et alors, tout de suite, derrière, le truc, c'est, tu t'enfermes dans du world building, donc t'es en train d'inventer tous les trucs, ok, alors il y aura telle ville, alors ça sert à rien dans ton histoire, tu l'utiliseras jamais, ou peut-être dans 10 ans, quoi. Ou alors tu te dis non mais je vais peut-être encore lire 3 ou 4 bouquins là pour apprendre à bien maîtriser un style.
Moi, j'aime beaucoup parler de ça en disant qu'il y a un peu les deux familles. Il y a la famille qui va venir me parler dès le début, qui dit « Hey, j'ai besoin d'aide !» C'est la famille besoin d'aide. Et qui justement va se diriger vers des coachs et qui va se diriger vers des questionnements de « Est-ce que j'utilise la bonne méthode ?» etc. Et j'accompagne plein de personnes comme ça qui sont formidables, notamment ma communauté des terminoteurs, les auteurs le petit groupe que j'anime au quotidien. Et il y a les personnes, j'ai pas besoin d'aide, qui, elles vont écrire le manuscrit jusqu'à la fin, tout seul. Et ensuite, elles vont arriver et vont me dire, voilà, j'ai écrit un manuscrit en entier. Tu peux m'aider? Ah, ok. Et en fait, c'est ok, en fait. Moi, j'étais comme ça aussi. J'étais dans la famille pas besoin d'aide pour mon premier roman, et après, j'ai compris que j'en avais besoin, mais c'est le choc est plus dur pour la deuxième partie. J'ai déjà eu des dialogues très compliqués avec des personnes. En plus, souvent, ça c'est plus par mail, parce que c'est des personnes qui vont venir me voir pour faire un diagnostic sur leur extrait. Et mon assistante et moi, on essaie de leur expliquer que oui, alors par contre, etc. Et je mets beaucoup de disclaimers, parce que je fais des retours par écrit aussi. Et c'est très dur pour moi de faire un retour par écrit, mais je me suis rendu compte que les gens en avaient besoin aussi, parce que ça engage moins. Et en même temps, de dire, mais là, ça va pas suffire de recevoir ce retour par écrit. Il y a un peu de travail sur ton roman, est-ce que tu veux en parler? Et c'est très dur à entendre quand on a passé déjà des mois, des années sur un roman, d'entendre ce genre de choses. Et du coup, là, j'ai déjà eu des échanges très durs avec certaines personnes. Alors, très durs, non, mais difficiles pour moi. Mais souvent, très très souvent même, je trouve, justement, c'est ce premier choc dont l'auteur avait besoin. Il réfléchit, il broie du noir un petit peu, et d'un coup, hop, il revient. Et là, son manuscrit a évolué, et lui aussi, et c'est super. Ça, en fait, ça touche énormément à l'ego, parce que c'est souvent quand tu mets... je pense que, comme t'as dit, tu dois recevoir beaucoup d'auteurs qui ont écrit pendant des années. T'imagines, t'écris quelque chose pendant des années, ça veut dire que t'as vraiment craché tout ce que t'avais en toi, tous tes souvenirs, tout ton inconscient, tout. Et que quelqu'un puisse te dire que c'est pas parfait, ou que il y a quelques points à corriger, forcément c'est pas évident à entendre, mais ça fait son petit bout de chemin généralement. Et après, et en fait finalement, juste pour compléter, en plus il y a des auteurs qui sont vraiment encore comme ça aujourd'hui. Moi je suis comme ça, c'est-à-dire que je m'entoure et j'écris avec les autres, mais je dis pas ce que j'écris et je montre pas mes doutes tant que j'ai pas terminé ma réécriture pour de bon. Et Aurélie Wellenstein, une autrice que j'aime énormément, m'a dit dans mon podcast qu'elle faisait la technique de Stephen King, qui est d'écrire la porte fermée et de corriger la porte ouverte. Et j'aime beaucoup parce qu'effectivement, alors c'est pas, il y a des gens qui font comme ça, et il y a des gens qui font déjà relire dès l'écriture. Ça s'appelle l'alpha lecture. Et moi, je suis absolument incapable de faire un truc comme ça. Mon premier jet est horrible, il n'a ni queue ni tête, et c'est pas du tout la version finale. Et je sais que, c'est une pratique sur laquelle, encore aujourd'hui, j'ai du mal à dire, ouais, vas-y, fais l'alpha lecture, parce que si quelqu'un dit quelque chose, alors, en général, je dis, cadrer le truc. Mais si quelqu'un te dit quelque chose qui te bloque et que ton premier jet, il s'écroule là, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, moi, j'avoue que je suis un peu plus tranché sur ça. Je conseillerais à personne de faire ça, en fait. Avant, je disais ça. Parce qu'en fait, après, tu vois, dans les généralités, encore une fois, il y a toujours des exceptions, donc tant mieux. Je m'adresse pas à ceux qui sont l'exception. Mais je pense que dans la plupart des cas, les gens le font relire parce que ça donne une sensation d'avancer. Et en fait, t'avances pas en faisant ça, tu recules. Parce que la seule chose que tu vas faire, c'est évidemment la personne qui va t'envoyer, qui va faire ton alpha lecture, elle va te faire des commentaires. Toi, tu vas repartir à la case départ et tu vas tout changer. Et je pense qu'il faut s'astreindre au début à volontairement mettre un point final à son manuscrit en disant, ok, là, c'est une version que j'estime terminée et sur laquelle on peut me faire des retours. Et quand tu commences trop tôt à faire des relectures ou à demander des avis, en fait, tu t'enfermes un peu dans une boucle infinie de relecture. Et parce qu'en plus, plus le temps avance, plus toi t'évolues, donc plus ta patte aussi, la manière d'écrire change, donc ta cohérence change. Donc le premier chapitre que tu auras écrit, il sera forcément différent stylistiquement du dernier chapitre que tu auras écrit. Et quand tu as fini d'écrire le dernier, tu relis le premier, tu dis attends, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et hop, donc tu repars sur le premier. Et là, tu changes tout. Et en même temps, tu reçois les commentaires de l'autre personne qui a relu. Et tu vois, genre là, tout de suite, moi, dans ma tête, j'ai l'image d'une fractale, tu vois, qui fait ok, putain, les commentaires viennent de partout. En vrai, je dis pas que c'est mal. Je dis juste que t'as dit le mot cadrer, soit tu cadres vraiment les trucs, soit vaut mieux bien les séparer. C'est ça. En vrai, les gens que je connais, il y en a que j'accompagne même qui font ça. Ils le font en mode Wattpad. Ils envoient un chapitre
Et il y a ils auront vite fait des retours, mais tu sais que la personne te fait une alpha, elle est pas en train de te demander des retours détaillés. C'est ça. Mais même un petit truc que tu dis, genre je me demande ce qui va devenir machin, et toi t'avais pas prévu ça, bah ah merde. Ouais, ça change. Ça peut questionner. Ouais, c'est pour ça que à la fin, quand les gens ont fini, en fait j'avais déjà une idée assez précise de mon histoire au global, mais à la fin quand les gens ont fini le tome 1, il y en a quand même beaucoup qui m'ont dit est-ce que machin, est-ce que truc, et c'est très dur de pas être influencé par ce que les gens te disent. Parce que parfois les gens ont des bonnes idées en plus, tu vois. Bien sûr. Et du coup tu te dis attends, mais est-ce que quand même faudrait pas que je mette ça? Ah, c'est dur, c'est pas évident. Il n'y a pas de règle absolue, mais je pense quand même que c'est bien d'essayer de séparer morceau par morceau. En tout cas, ça te permettra au moins d'en finir un, quoi. Parce que souvent le problème dont je parle, c'est quand même sur le premier roman, quoi. Ouais, c'est ça. Après tu sais comment tu fonctionnes, et justement si une alpha lecture te fait du bien ou pas. Bah c'est ça, tant mieux, exactement. Et c'est vrai que typiquement moi les retours sur le premier roman m'ont énormément fait, les retours de lecteurs, de bêta lecteurs, etc. m'ont énormément influencé dans l'écriture de la suite. Je me dis mais oui, en général ils avaient raison ces gens-là, parce que c'était un œil extérieur qui avait lu le livre dans sa version finale, alors que moi j'avais les 50 versions en tête. Puis ils sont pas attachés au personnage comme toi aussi. Ouais. Parce que c'est ça qui est dur. Je crois que le truc le plus dur que j'ai dû faire, c'est d'admettre qu'il y a un personnage qui sert à rien. Et là tu dois dire ok Sam, je suis désolé, mais celui-là il faut que tu le supprimes, tu vois. Garde-le dans un coin de ta tête si tu l'aimes bien, mais en vrai là il sert à rien, quoi. Et ça c'est douloureux un peu. C'est sûr, mais en vrai, c'est pour ça que je trouve que la bêta lecture fait quand même beaucoup de bien, parce que les bêta lecteurs vont te dire ça. Ouais. Mais il faut trouver des bons bêta lecteurs qui oseront aller jusqu'au « mais t'es sûr de ça ?» Et je t'en avais parlé, moi, pour mon roman que j'écris actuellement, qui est un roman de hard SF, il y a vraiment plus ou moins 4 arcs en un. Bon, c'est quand même un arc narratif, une histoire, une héroïne, mais il y a 4 thématiques dans cet arc-là, et 2 bêta lectures. Ah, c'est génial, tout ça, les arcs. Nouvelle bêta lecture d'un ami qui, je savais, allait être à fond, dire le 4e, meuf, moi je ne sais pas. Ah, mais le 4e, c'est celui du twist. Ouais, bah tu changes. Tu trouves pas? Ah bah si. Et en fait, gros questionnement, grosse réflexion, puis après je dis non mais il a complètement raison. Enfin, justement, ça redensifie d'avoir plus que 3 arcs au lieu de 4, et grosse réflexion et tout, mais en fait, clairement, il avait raison. Ouais. Donc le message, c'est quand même qu'il faut partager un moment ce qu'on écrit, c'est ça qui nous fait avancer. Clairement. Voilà. Mais à la fin de la réécriture. Voilà, je partage ce message. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Je pense qu'on pourrait continuer très longtemps. Oui, on le fera probablement. Je pense aussi. Comment t'aimerais conclure Ce que j'essaye de me dire à chaque fois, c'est qu'est-ce que je ferais différemment si je recommençais tout aujourd'hui en termes d'écriture. Et c'est bête, mais je ferais ce que j'ai pas fait au début tout de suite. Ça serait d'aller chercher de l'aide, que ce soit juste suivre quelqu'un sur un réseau qui raconte des choses qui résonnent en moi, et pas juste la personne qui parle d'écriture que j'ai trouvée, mais quelqu'un qui dit des choses, moi je me dis mais ouais, je sens qu'il a raison. Et de l'aide entre guillemets sur tout et n'importe quoi, parce que ouais, on a peut-être une idée de l'histoire, mais on peut sûrement l'améliorer à un moment ou à un autre, plutôt à la réécriture. Et surtout, de réfléchir 2 secondes à mon objectif c'est quoi, mon rêve c'est quoi. Parce que si mon objectif c'est d'écrire ce roman cette année, est-ce que c'est par fierté? Est-ce que c'est un énorme objectif et j'aime bien les challenges? Ou est-ce que c'est quoi derrière en fait la vraie raison? Et cette vraie raison-là, souvent elle fait partie un petit peu de notre vision de rêve, moi j'appelle ça comme ça, qui est un peu ce qu'on souhaite vraiment pour ce projet-là, et avec tout l'imaginaire qu'il peut y avoir, avec tout le mythique un peu que c'est. Et justement, quand on se reconnecte à cette vision-là, souvent c'est là qu'on tue tous les blocages. Et on s'y reconnecte. Moi, quand je fais des coachings, par exemple, je dis, mais du coup... Et souvent, cette vision-là, on l'a au début. Et des fois, on se perd un petit peu en route, parce qu'en fait, on a trouvé que ça serait plus intéressant si on découpait l'histoire comme ça. Mais en général, quand on commence à faire des complications, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, se reconnecter un peu à ce qu'on avait comme intention de départ aussi, c'est quelque chose que je fais énormément dans les coachings. C'est, mais au début, tu voulais faire quoi? Ouais. Et puis, parler de cette intention. Tu vois, on disait pas partager, mais en fait, au début, quand même, c'est bien de réussir à avoir les choses carrées, tu vois. Ouais. Avoir l'intention claire. Et dès que tu as une question, tu retournes sur cette intention. Et c'est pour ça que tu disais, questionner l'intention initiale, bien s'organiser au début aussi. Et sans faire un plan détaillé A, B, C, D, E, F, G. Sauf si on en a besoin. Sauf si on en a besoin. Donc on est architecte, c'est ça? Non. Alors moi je déteste le mot architecte, et sur J'écris un roman, j'ai 4 familles, et ça c'est la famille des prépare-auteurs de l'extrême. Ouais, prépare-auteurs de l'extrême, exactement. Certains en ont besoin, ouais. J'irai voir les 4 familles, ça m'intéresse. Et sinon, ce côté vision aussi, le fait d'avoir une vraie image à laquelle on se rattache, c'est quelque chose que font notamment les préparateurs sportifs, les coachs sportifs. C'est quelque chose que tu intègres tellement, que tu visualises tellement, que ça va devenir toi.
Et on parlait tout au début du pouvoir de la visualisation un petit peu, et je trouve que c'est une belle façon de conclure les choses, c'est de dire, dans tous les cas, ce que tu peux visualiser, pour moi, tu peux le faire. Exactement. J'adore cette conclusion, on va s'arrêter là. Merci Ingrid.